Bonjour à tous, bienvenue. L'époque est au développement durable. Difficile d'échapper à cet impératif qui nous oblige à penser différemment nos modes de production et de consommation. Et c'est une bonne chose de réfléchir aux conséquences de nos choix à moyen et long terme. Les entreprises s'y sont mises, certaines avec enthousiasme, d'autres contraintes et forcées, avec un impact plus ou moins lourd selon chacune. Écologie, développement durable en entreprise, en fait-on trop? C'est ce que nous allons voir avec vous, messieurs, aujourd'hui. Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour Priscilla. Vice-président de la CFTC, à vos côtés Jean-Eudes Tesson. Bonjour Jean-Eudes. Bonjour Priscilla. Chef Bonjour, d'entreprise Joseph. et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Joseph, est-ce que les entreprises aujourd'hui ont encore le choix? Quelles sont en fait leurs obligations en matière d'écologie, d'environnement? L'écologie, c'est d'abord l'étude et la relation avec les êtres vivants dans un milieu. Donc les entreprises, elles n'ont pas le choix. Il n'y a pas que des murs, il y a des êtres vivants qui s'appellent des salariés, qui s'appellent des clients. Donc l'écologie, elles doivent la pratiquer. Ce qu'on conçoit aujourd'hui par écologie, c'est souvent la protection de la nature, c'est l'attention à la planète. C'est bien, c'est nécessaire. Maintenant, fait-on trop? Alors déjà, il y a des obligations légales. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a-t-il trop? Moi, je me pose la question parce que l'ensemble des textes, c'est faramineux. Alors évidemment, ils sont spécialisés. On ne va pas traiter de la même façon. Il ne va pas y avoir les mêmes obligations pour une entreprise qui est juste une entreprise qui fait de la comptabilité et une entreprise qui fabrique des produits chimiques. Mais il y a quand même beaucoup de choses. Et la question, c'est pas d'en faire trop, d'en faire pas assez, c'est de le faire bien en ayant conscience du bien commun. Et c'est ça qu'il faut développer. Alors, il y a un intérêt aujourd'hui visiblement plus grand parce que nous sommes tous plus sensibles à ces problèmes. Et donc, un certain nombre d'entreprises ont compris que c'était aussi leur image, c'était leurs clients, c'était donc leur chiffre d'affaires. Et d'autres l'ont toujours fait. Ont toujours fait attention à l'environnement, au milieu. Attention à l'effet de mode, par contre, avec ces grandes déclarations qui sont faites, pour ne pas citer les entreprises françaises, parce que c'est les entreprises qui nous imposent beaucoup de choses, qu'on appelle les GAFA, ces grosses entreprises américaines, sont très très fortes pour nous faire des grandes déclarations. Quand je regarde la chaîne de responsabilité qu'elles ont, et sur la façon dont elles font fabriquer un certain nombre d'objets à l'autre bout de la planète sans respecter aucune règle environnementale, j'aimerais mieux qu'elles fassent moins de grandes déclarations, mais qu'elle veille aussi au bien-être de la planète et des salariés à l'autre bout de la chaîne. Jean-Eudes, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat de Joseph? Je suis très d'accord avec... Vous êtes très d'accord, alors si vous êtes très d'accord... Avec Joseph et avec son constat. Mais je voudrais apporter un petit complément, c'est qu'il y a dans les obligations qui s'imposent aux entreprises, une obligation un peu spécifique, qui peut être purement formelle. C'est l'obligation pour les entreprises cotées, de plus de 100 millions de chiffres d'affaires et de plus de 500 salariés, de publier chaque année un rapport dit RSE, responsabilité sociale et sociétale et environnementale. Et là, en fait, ça peut l'entreprise peut se contenter de faire de la com, c'est-à-dire de publier et d'annoncer tout ce qu'elle fait de bien. C'est l'occasion aussi de se poser des questions dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait réellement? Quelle est notre responsabilité et comment on exerce cette responsabilité? Donc c'est déjà un encouragement, mais méfions-nous aussi du pur formalisme qu'il peut y avoir. Du paraître, de l'effet d'annonce, de la pub, de la vitrine. Mais oui, mais finalement c'est ça aussi la difficulté sur ces questions-là. Il y a des mesures prises par des entreprises qui peuvent être des mesures gadgets. Cosmétiques. Cosmétiques, oui, mais qui permettent d'être symboliques aussi parfois. Oui. Je prends un exemple. Faire de l'impression recto-verso plutôt que recto, c'est rien du tout. Ça compte pas. C'est-à-dire, c'est pas ça qui va changer la planète. En revanche, c'est un signal qui peut donner une sensibilisation, mais on peut trouver d'autres moyens. Moi, je suis pas très attentif à ça, parce que j'essaye de donner du sens sur des mesures qui se verraient plus. Alors, avant d'en venir aux mesures qui sont cosmétiques et celles qui n'y sont pas, j'aimerais savoir quel est l'avantage. On a parlé de paraître, de vitrine pour les entreprises. Quels sont les avantages pour ces entreprises à penser, à parler vert? Vous avez parlé de... Très concrètement, quand je suis une entreprise qui balance des bouts rouges dans la mer, j'ai un avantage à ne pas le faire pour la mer, pour mon image et pour éviter que mon image se dégrade complètement.
C'est aussi simple que ça. Je prends un exemple un peu caricatural, mais c'est ça. C'est aussi si dans l'entreprise, je montre le respect des alentours de l'entreprise, c'est-à-dire le traitement des déchets, par exemple. Pour les salariés, c'est une petite musique, même inconsciente, qui disent l'entreprise, elle est respectueuse, donc elle va être aussi respectueuse de moi-même. Ça va de pair. Et je crois qu'une entreprise qui est respectueuse pour son environnement, elle est aussi respectueuse pour ses salariés. Ou en tout cas, c'est un gros risque. Et celle qui a ce souci de l'environnement, naturellement, elle a aussi le souci de l'environnement intérieur, qui est celui des salariés. C'est ce que vous disiez tout à l'heure en ouverture, c'est que l'écologie, ce n'est pas uniquement la nature, les objets et les êtres non vivants qui nous entourent, enfin en tout cas les plantes vertes, mais c'est aussi les êtres humains qui nous entourent. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Je voudrais donner un exemple très concret dans un de mes métiers, qui est le froid. Pour produire du froid, on produit 1,5 de chaud. Et on dépense de l'énergie pour évacuer ce chaud. Mais c'est la même technologie qui permet de faire tourner un réfrigérateur ou un congélateur. Aujourd'hui, en fait, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé sur ces sujets-là, c'est-à-dire comment on peut utiliser ce chaud. Et l'électricité, c'est 10% des charges d'un entrepôt frigorifique. Donc on rejette plus que 10% des charges en chaleur. Et la difficulté, c'est de trouver la bonne utilisation de cette chaleur qui est à 55 degrés. C'est de la chaleur fatale, mais des utilisations de chaleur à 55 degrés, il n'y en a pas 36. Et puis surtout, il faut trouver une utilisation à proximité. Mais on peut se contenter de se dire « ça serait bien que », mais une démarche, on va dire, écologique ou environnementale, ça consiste à aller s'ouvrir à réfléchir avec d'autres à la façon dont on peut attirer à proximité des entreprises qui vont utiliser cette chaleur. Il installer une piscine, par exemple. Oui, mais sauf que ça ne tourne pas toute l'année. La meilleure utilisation pour moi aujourd'hui, c'est la culture de spiruline. Parce que justement... Des algues, on va préciser que ce sont des algues. Mais la spiruline, elle a besoin d'eau à 55 degrés et c'est justement la température à laquelle on produit de l'eau. La spiruline est quelque chose qui est très demandé, notamment dans les magasins bio, parce que ça renforme plein de bonnes choses. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être très rentable. Ouais. Il y a un retour sur investissement immédiat. Mais il faut penser tout ça. En fait, ce que demande l'écologie intégrale, c'est cette pensée, ce développement vraiment à moyen et long terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'immédiateté. Il faut toujours penser que nos actes ont des conséquences et qu'on peut utiliser les produits de tout ça. Moi, j'aimerais savoir, vous parliez quand même d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Ça coûte cher d'être une entreprise verte, entre guillemets. Alors, ce qui coûte déjà cher, c'est de respecter la réglementation, les réglementations monstrueuses. Quand on est industriel, comme c'est mon cas, et pour produire du froid, il y a des réglementations sur les fluides frigorigènes qui sont utilisés, sur les distances des voisins par rapport à l'installation, etc. Enfin, sécurité, environnement, ce sont des réglementations qui sont monstrueuses et qui coûtent de plus en plus cher parce qu'on remplace les produits anciens par des produits nouveaux, mais qui n'ont pas toutes les... Je prends un exemple, justement les fluides frigorigènes. Pardon, j'insiste sur un métier que je connais bien. Les anciens fluides avaient un impact CO2 trop important. On les a remplacés par d'autres produits dont le rendement est absolument dégradé. Et moindre. On arrive à 80% de ce qu'on faisait avant. Alors où est l'avantage ? Où est l'avantage ? Mais c'est pour ça que... Ça, c'est justement ces actions contre-productives. Vous parliez du recto verso dans l'imprimante. Ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux à faire. Et puis, dans la compétition internationale, il faudrait que tous ces règlements... Alors, il y a un certain nombre de directives européennes. Je crois que la première, c'est en 1975, qui était très, très large. Il y en a de plus en plus précises, mais il faudrait que la règle du jeu soit la même pour tout le monde, dans le cadre de la mondialisation aussi, mais prioritairement en Europe. Parce que quand les entreprises françaises font des efforts, ont des coûts, si je me délocalise de l'autre côté de la frontière et que je n'ai pas les mêmes efforts à faire et les mêmes coûts, on voit très bien que, naturellement, on va partir. Et... Voilà, si je vais m'installer en Bulgarie, je pourrais produire du froid et on ne me demandera pas grand-chose. Ce qui n'est pas normal, parce que ce n'est pas normal pour la population bulgare, qui peut prendre des risques. D'ailleurs, là, il y a des risques avérés dans ces pays qui sont des risques industriels, notamment d'explosion, de maladies, etc. Et puis des risques pour les territoires. Même au niveau européen, il y a des disparités. Bien sûr. Je prends la Bulgarie parce qu'on travaille beaucoup, nous, avec un syndicat frère qui s'appelle Podcrepa, comme on travaille beaucoup avec un syndicat roumain. Ce n'est pas une opposition, d'ailleurs, que nous avons.
on travaille ensemble parce que c'est l'intérêt aussi des salariés, des populations, de remonter le niveau de vie et de remonter aussi les conditions qui soient des conditions de concurrence, qui soient pas de concurrence déloyale, parce qu'il existe de la concurrence déloyale. Enfin, franchement, dans la compétition internationale, on a les Chinois qui sont très présents. Le gouvernement chinois subventionne ces entreprises, ce qui chez nous est parfaitement interdit. Et puis 2, le respect des normes environnementales en Chine. Et quand on voit toute la production qu'on vient, là, il y a une anomalie. Je ne dis pas qu'il faut fermer les frontières, pas du tout. Je dis qu'on ne peut pas traiter de la même façon ceux qui respectent la maison commune et ceux qui ne la respectent pas. Ce que pointe Joseph, c'est jusqu'où on peut être vertueux au risque d'être en distorsion de concurrence, face à une distorsion de concurrence. Et éliminer les marchés. Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on est à ce stade-là, rapidement? Mais dans certains domaines, oui, c'est ça. Donc on en fait trop, là, en tout cas, par rapport au reste du monde. Quand c'est l'État qui nous impose des règles, il le fait sans beaucoup de discernement, et ça s'impose à nous, et là, on est disqualifié par rapport à d'autres pays. En revanche, si on laissait aux entreprises le soin d'exercer leurs responsabilités, de trouver leurs priorités, et là, elles vont y trouver leur compte, c'est-à-dire qu'elles vont choisir le mieux-disant dans ce domaine-là, c'est celui qui est vertueux sur le plan écologique et une vertu qui peut contribuer à la croissance. Avec une pression minimum, quand même, parce que sinon tout le monde va se laver les mains de l'écologie aussi. Non, c'est pas que certaines entreprises vont passer ça. Si on le trouve son compte, je prends mon exemple, c'est pour ça que je l'ai donné, de récupération de chaleur. Je peux réduire mes charges en valorisant la chaleur pour laquelle je paye aujourd'hui. Donc l'important, et on va conclure là-dessus, c'est que tout ça, ça vienne du terrain. Les initiatives, il faut en tout cas que ça ne vienne pas que d'en haut, que ça ne tombe pas d'en haut sur les entreprises, toutes ces normes écologiques, qu'il y ait une vraie remontée du terrain, une vraie réflexion, que chacun ait son intérêt. Qu'on ait une vision globale. Regardez la voiture nucléaire, enfin, ce qu'on appelle la voiture électrique. Parce que l'énergie en France, c'est 77% du nucléaire. C'est soi-disant écologique, mais à produire... C'est très bien, mais que fait-on des déchets du nucléaire? C'est ça, c'est une vraie Simple question. Que fait-on en Chine, où c'est le marché le plus important de la voiture électrique? L'électricité en Chine, elle est produite essentiellement par le charbon, 73%, qui nous pollue la planète. Et il n'y a pas qu'en Chine, en Allemagne aussi. C'est tout près l'Allemagne. En Allemagne un peu moins, en Pologne beaucoup plus, par exemple. Voilà. On va pas être complètement d'accord là-dessus. Merci. On va s'arrêter là, malheureusement, puisque le temps tourne. Messieurs, je vous remercie pour ces pistes de réflexion que vous avez lancées. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur kto-tv.com et je vous dis à la semaine prochaine.